Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Dimanche dernier, la population de Saint-Jean-sur-Richelieu a parlé et a élu le tout nouveau conseil municipal pour les 4 prochaines années. On va regarder d'ailleurs les résultats de l'élection de dimanche dernier. Donc, à la mairie, c'est M. Éric Latour qui a remporté le scrutin devant Mme Marilyn Charbonneau et la mairesse sortante, Mme André Bouchard. Au niveau du conseil municipal, 8 membres de la coalition Éric Latour ont été élus, 3 membres de l'équipe Démocratie Saint-Jean, équipe Marilyn Charbonneau, et 1 membre de l'équipe André Bouchard. On va jeter aussi un coup d'œil sur Chambly parce qu'on a couvert quand même l'élection au cours des dernières semaines. C'est Mme Alexandra Labbé, donc, qui a été réélue pour un 2e mandat à Chambly. Et à tout seigneur, tout honneur pour cette émission. Nous allons accueillir le nouveau maire élu de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'entièreté de l'émission d'aujourd'hui. Il s'agit de M. Éric Latour. M. Latour, bonjour. Salutations, mon cher. Félicitations d'abord pour Merci, cette victoire. Comment on se sent, là, parce que l'entrevue est enregistrée au lendemain de votre victoire, donc comment on se sent là, à moins de 24 heures après cette victoire? Profondément soulagé. C'est un marathon interminable et un sprint final aussi interminable. Du temps où j'étais journaliste, je disais souvent, pour l'observer de l'extérieur, que j'ai toujours dit, j'ai le plus grand respect pour les gens qui font ça. Parce que la politique municipale n'a rien à voir avec celle du fédéral-provincial. C'est une politique de proximité, c'est du porte-à-porte, c'est tu gagnes un vote par vote. C'est très particulier comme façon de faire. Puis contrairement au fédéral-provincial, où les partis existent, le nom, on voit plus souvent pour le parti que pour... oui, c'est ça. Oui, puis tu sais, on a des employés à temps. Là, je veux dire, on crée un parti politique municipal de toutes pièces qui n'existait pas il y a 1 an. Donc, on décide du nom, du slogan, du logo, du site web, des candidats, du programme électoral. Bref, c'est titanesque. C'est titanesque. Donc, c'est sûr que oui, on arrive avec un certain soulagement parce que, on se dit, une campagne électorale, c'est pas ça la vraie vie. Hein, d'aller cogner aux portes à tous les soirs, c'est pas ça la vraie vie. Il en vient un temps que tu t'ennuies de ta routine, de manger à la maison puis de faire ton gazon. Là. Ouais, on en arrive ou là. ranger ton garage, comme tu disais. Ouais. Puis, tu sais, quand on arrive à la fin de la campagne, on se dit, bien là, advienne que pourra. Moi, je voulais sortir de cette campagne-là, peu importe le résultat, avec le sentiment du devoir accompli, d'avoir tout fait ce que j'avais à faire pour présenter ma vision, souhaiter évidemment qu'une majorité de gens y adhèrent. Puis après ça, de se dire, bon, on va vivre avec la victoire ou la défaite, mais au moins, moi, je me suis toujours dit, je prends rien pour acquis. Parce que combien de fois dans la dernière année, M. Latour, c'est sûr que vous allez rentrer. On prend rien pour acquis et on travaille jusqu'à la dernière minute. Fait que peu importe le résultat, au moins tu te regardes dans le miroir le lendemain et tu te dis, j'aurai tout fait ce que j'avais à faire. Bon. Vous mentionniez que vous n'aviez rien pris pour acquis, justement. La victoire a été peut-être un peu plus serrée que les gens auraient pu l'imaginer, peut-être même à 2 ou 3 semaines de l'élection. Comment on explique le résultat de l'élection? Le résultat, puis même on peut faire un comparable avec la première heure de résultat qui était au fond les 80 pôles par anticipation, donc le vote de la semaine dernière versus l'ajout des votes de dimanche, le 2 novembre. En fait, puis je reviens même au sondage du Canada français, quand on faisait la répartition des indécis, ça nous donnait 40, 32, 20, 6. Or, évidemment, le résultat d'hier est plus comme 42, 39, 11, 12 et 5, 6. Donc, visiblement, il y a eu dans la dernière semaine un effondrement du vote de la mairesse qui, en bonne partie, a pu aller probablement chez Mme Charbonneau, ce qui lui a permis de remonter. Mais au final, de toute façon, dans les calculs scientifiques que j'avais faits avec mes directeurs de campagne puis mes stratèges, puis même je remonte il y a un an, j'ai dit, si je veux gagner la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu dans un contexte où il y a 3-4 équipes, dans un contexte où il y a une mairesse sortante, ce qui n'est pas banal, bien, pour être maire de Saint-Jean, j'ai besoin de 40 %. À 40 %, j'ai à peu près 8 élus sur 12. C'est exactement ce qui est arrivé. Ouais. Si j'avais eu 45 ou 50 %, j'aurais peut-être eu 10, 11 ou 12 sur 12, mais évidemment, on n'est pas dans ce scénario-là. Puis comme je le disais hier dans mon discours d'acceptation, bien, en même temps, les gens qui n'ont pas voté pour moi, ils se doivent aussi, pour le bien de la démocratie, d'être représentés à ce conseil-là qui, quand même, compte maintenant 6 ou 7 nouveaux. Je m'explique. Il y a 5 élus sortants qui ont été réélus. Bon, Yann Langlois est un ancien élu, de nouvel élu, donc je le mets un peu dans le panier des 6 expérimentés, et il y a 6 nouveaux. Donc, le visage de ce conseil-là aussi a beaucoup changé, et les couleurs qui étaient représentées par les autres formations politiques également se retrouvent autour de la table. Pour le bien de la démocratie, c'est une bonne chose. Le chef de parti va vous dire « j'aimerais bien mieux en avoir 12 sur 12 ». Mais la réalité de la représentativité des idées,
m'apparaît être la bonne composition aujourd'hui. Bon. Ce que j'ai retenu hier de votre discours et de plusieurs discours des élus d'hier, ça a été la façon dont la campagne a été menée. On a dénoncé beaucoup une campagne, pas de salissage, mais de propos qui n'ont pas été nécessairement là, très bien reçus. Et tu parlais de fierté, que tu voulais rendre une fierté à Saint-Jean, mais que tu n'étais pas très fier de la campagne qui a été faite. Comment... Et surtout, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attaques personnelles à ton endroit dans les derniers moments de la campagne et que tu as accepté ça de façon très difficile. C'est très difficile parce que, tu te mords les lèvres, tu as le goût de répondre. Tu sais, même la semaine dernière, j'ai écrit à un moment donné un truc de 3 pages parce que je voulais expliquer aux gens le pourquoi du comment, pourquoi on est autant attaqué, pourquoi on est rendu là. Et en même temps, tu sais, c'est un peu... peut-être que les initiés auraient trouvé leur compte. Le grand public, on les aurait probablement perdus à leur expliquer ça. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai tout chiffonné ça. Puis j'ai émis un nouveau communiqué de presse mercredi midi dernier où, je dénonçais le salissage, mais sans rentrer dans les détails, en disant, écoutez, nous, on a pris la décision de faire une campagne propre, de s'élever au-dessus de la mêlée et de ne pas répondre. Pendant toute la campagne, moi, je disais à mes candidats, c'est peut-être l'ancien gars de médias qui parle, tu ne réponds pas aux attaques parce que si tu réponds aux attaques, tu donnes de l'importance aux attaques. Si tu réponds aux attaques, tu viens d'informer tout le monde qui n'avait pas vu les attaques qu'il y a des attaques. Tu comprends? Fait que c'était un peu mon leitmotiv dans les 2 derniers mois. C'est sûr que plus on avançait, visiblement, on menait la course, donc on était la cible. Moi, que quelqu'un m'attaque pour me dire « Monsieur Latour, je ne suis pas d'accord avec vous sur le développement économique, puis je ne suis pas d'accord avec vous sur le logement, puis je ne suis pas d'accord avec vous sur le pont-Gouin », aucun problème. Mais là, dans les derniers 10 jours, on était dans les attaques personnelles où, malheureusement, certains de nos adversaires, je dis bien certains, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier, ont, dans certains cas, instrumentalisé des médias montréalais pour essayer de démoniser ou de toucher à des réputations d'individus ou même d'entreprises. Ou de l'autre côté, on a eu aussi eu des attaques croisées qui venaient des 2 côtés, où, malheureusement, on a sur Internet, sur Facebook, certains groupes privés, où on est dans la libelle et la diffamation. Il y en a beau signaler. Avant, chez Facebook, il se passait quelque chose. Là, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. C'est horrible. Puis, tu sais, je donnais les 2 exemples que j'ai donnés hier dans mon discours, que je peux redonner ici aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tu sais, où, à un moment donné, je regarde le fameux groupe en question. Je pense qu'ils m'ont barré, d'ailleurs. Mais... je vois à un moment donné ma photo, tu sais, puis c'est marqué « crosseur », tu sais. Puis là, ma pauvre petite fille, Maude, qui lit ça. « Papa, c'est tombé épouvantable, puis là, il faut faire quelque chose. » Moi, honnêtement, quand j'ai vu la photo, puis j'ai vu le mot en haut, je suis parti à rire. J'ai dit « Mais ça n'a pas de bon sens que les adversaires sont rendus à ce point. Ça n'a aucun sens. » Puis l'autre affaire, évidemment, puis je l'ai dit hier, bon, vous savez, ma mère est décédée lundi dernier. Oui. Puis là, il y a un type qui a écrit dans ce groupe-là, je pense que c'était samedi, qui dit « Le décès de la mère de Latour s'est arrangé avec le gars des vues pour qu'il fasse plus pitié pour être élu. » Ça, j'avoue, M. Latour, que quand vous avez dit ça hier dans votre discours, là, j'ai vraiment sourcillé parce que j'en revenais pas que quelqu'un ait pu faire ça. Mais tu sais, puis c'est là où moi, j'aurais aimé que mes adversaires dénoncent ces propos-là sur la place publique. Ils ne l'ont pas fait. Ça me déçoit et ça me rend pas fier. Parce que moi, je suis fier de ma ville. Je veux qu'on regagne un peu cette fierté-là. Je trouve qu'on est un peu morose là, depuis un bon 8 ans, pour toutes sortes de raisons, politiques, économiques, etc., etc. Mais là, tu sais, hier, quand j'ai reçu l'appel de Guillaume Tremblay, qui est le maire de Mascouche, président de l'UMQ, qui m'appelait pour me féliciter, il dit « Ouais, on a suivi ça à distance. Ça n'a pas été facile chez vous. » Puis, tu sais, faisons une corrélation avec le reportage de Régis Labombe, qui justement montre comment c'est difficile de faire de la politique. Oui, j'allais vous en parler, oui. Mais tu te dis, mais comment on peut attirer du monde, tu sais, qui ont le cœur puis les compétences à la bonne place pour faire de la politique municipale quand on offre un spectacle aussi triste? Moi, je suis capable de le supporter parce que j'assume d'être candidat puis que malheureusement, ça vient avec. Mais moi, je pense à ma conjointe, je pense à mes enfants, je pense à mes proches. Là, je lui dis de ne pas lire ça. C'est plus fort qu'eux autres, ils y vont. Tu sais, encore ce matin, ma conjointe a dit « Ouais, mais là, ils ont dit ça sur toi. » Puis j'ai dit « Lis-les plus. » Oui. Ouais.
On va parler de votre programme en deuxième partie d'entrevue. J'aimerais qu'on parle de la composition du conseil municipal. Donc, 8 membres de votre équipe qui accèdent au conseil municipal. Je ne dis pas que les 8 ont des personnalités fortes, mais c'est quand même des personnalités fortes qui ont manifesté quelques interrogations dans le passé. Je sais que tu aimes beaucoup la coalition parce que ça dit ce que ça a à dire. Comment vous entendez donc gérer ce conseil municipal là, pour les 4 prochaines années? Moi, en fait, je fais souvent, je le faisais dans mes équipes quand je gérais des journalistes ou des animateurs à la radio. Je compare souvent, moi, une équipe d'employés ou un conseil municipal à une équipe de hockey. Il y a des joueurs de premier trio, deuxième trio, troisième, quatrième trio. Mais le premier et le quatrième est aussi important l'un que l'autre. Il est complémentaire. C'est 12 personnalités différentes. Ils ont des forces, ils ont des faiblesses. Moi, le premier, tu sais, puis on va en faire des erreurs, là. Je le dis, je vais faire des erreurs. Mais quand on va nous lever un drapeau pour nous dire « Hey, vous êtes en train de foncer dans le mur », il faut avoir l'humilité de reculer et de dire « Écoutez, fausse bonne idée, on s'est trompé ». Moi, j'ai aucun problème à travailler avec des personnalités fortes. Au contraire, je pense que c'est ça qui nous anime. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, moi, je ne fais pas du micromanagement. Okay? J'aime déléguer, j'aime faire confiance, j'aime donner de grands carrés de sable à mes gens en qui j'ai confiance. Mais il y a le respect, il y a la loyauté, il y a tout ce qui vient avec, bien évidemment. Puis, tu sais, oui, il va y avoir des sautes d'humeur, oui, il va y avoir quelqu'un qui ne sera pas content de telle ou telle situation. Mais il faut respirer par le nez, puis pas prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Puis, des fois, les gens ont besoin de ventiler. C'est correct. Tu sais, les élus, ils ont une pression parce que souvent, ils travaillent dans le jour. Ils font ça le soir ou la fin de semaine. Ils se font appeler, ils ont des courriels, ils ont une pression. Le citoyen, un tel, n'est pas content. Puis, tu sais, la machine municipale, des fois, c'est pas toujours rapide comme on voudrait. Puis bon. Mais c'est là où le cabinet de la mairie doit jouer un rôle entre les 12 élus et la direction de la ville. Et c'est ça qui a manqué cruellement dans le dernier mandat. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Fait que, tu sais, moi, d'avoir... moi, le plus beau modèle de gestion, puis moi, je le dis souvent, je pense que j'ai été bien formé parce que quand je suis devenu cadre chez Astral Media, bien, le modèle très collégial de cette entreprise-là, c'est celui que j'utilise aujourd'hui en tant que gestionnaire ou en tant que futur maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il faut parfois s'entourer de gens plus forts que soi-même pour pallier à nos propres carences. Et ça, moi, je crois beaucoup à cette formule-là. Mais à la fin de la journée, il y a un seul leader. Ça prend une personne pour prendre une décision à la fin de la journée. Pour trancher. Exactement. On va faire une courte pause. Je sais que vous avez pris 10 engagements assez importants lors de votre campagne. Je ne sais pas si on va avoir le temps de toucher à tous ces engagements, mais on va en parler donc au retour de la pause. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Nous sommes de retour avec le nouveau maire élu de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Éric Latour. On va s'attaquer à vos engagements. Vous en avez pris 10 importants au cours de la campagne électorale. On va commencer par l'itinérance, parce que lors du débat, j'ai posé la question quel était le dossier prioritaire, le premier appel que vous feriez au lendemain de l'élection. Vous nous avez mentionné l'itinérance à ce moment-là, qui, je pense, est un problème criant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça demeure un dossier donc fort important et prioritaire pour vous. Oui, c'est un dossier où, malheureusement, oui, il s'est fait des petites choses dans les dernières années, mais rien de marquant, parce que l'élément, pour moi, qui est le plus visible, évidemment, c'est la place du marché,
qui m'apparaît inacceptable. Je l'ai dit dans la campagne, c'est pas normal que d'une ville de notre ampleur, qu'on n'ait pas de refuge, parce que des plus petites villes que nous ont déjà. Bon, maintenant, il faut mettre en place ce qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui gravitent de près ou de loin au niveau de l'itinérance, et c'est tant mieux. Mais il faut que ces gens-là soient organisés, encadrés. Il faut que le leadership, il faut que la ville dise, écoutez, nous, la ville, premièrement, la ville paye, là. Donc, la ville dit, bien, nous autres, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Bon, qui va nous offrir les services? J'ai été quand même rassuré parce que ce matin, avant d'arriver ici au studio, j'ai eu une rencontre de 2h30 minutes avec le directeur général, Daniel Dubois. On a parlé de choses et d'autres, dont l'itinérance. Ils m'ont un peu rassuré dans la mesure où je pense que de toute façon, l'administration avait aussi écouté la campagne électorale, ou ce que nous, on a pu dire, et nous présenter évidemment des pistes de solutions parce qu'au-delà de l'engagement d'avoir un refuge, il faut être réaliste, ça ne poussera pas dans 24 heures. Non. Et l'hiver est vraiment à nos portes. Il y a des gens qui sont à risque dans la ville en ce moment. Donc, on va devoir mettre en place une solution temporaire. Puis même, j'ai parlé aussi avec ma candidate réélue, Mélanie Dufresne, qui s'occupe du Vieux-Saint-Jean. On s'en est même reparlé hier soir. Ça a évolué dans la dernière semaine. Donc, on a enfin des pistes de solutions pour le court terme. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va me présenter prochainement, mais moi, je m'attends à ce que d'ici la fin du mois, on soit en mesure d'annoncer quelque chose à l'égard de l'itinérance, à tout le moins pour l'hiver 2026. À court terme, pour après ça attaquer le problème à long terme. C'est ça? Oui, parfait. Exact. Donc, on parle d'itinérance, on parle aussi de logement. Je pense que c'est vous qui l'avez mentionné, là, que Saint-Jean était vraiment là, la capitale de la crise du logement au Québec. Comment on peut faire pour régler ce problème-là, en construire, régler ce problème-là? Premièrement, mon souhait, pas mettre de la pression sur l'administration, mais mon souhait serait qu'on puisse adopter le plan d'urbanisme beaucoup plus tôt que 2027. Je me réfère au dernier mandat, où Mme Bouchard dit oui, 2022, 2023, puis après ça, 2026, puis là, c'est rendu à 2027. Ça ne marche pas, là. Je veux dire, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Donc, il faut rapidement, il faut essayer dans la mesure du possible. Dans la première année de votre mandat? Moi, j'aimerais ça qu'on puisse adopter un plan d'urbanisme beaucoup plus rapidement que 2027, parce que ça va nous aider aussi pour la suite. Parce qu'il y a tout le plan des infrastructures, évidemment, qui vient avec ça. Parce que l'enjeu, il est là aussi. C'est-à-dire qu'on a des terrains pour développer du logement en hauteur, de la densification. Bien évidemment, ça doit fonctionner avec la tuyauterie. Donc, on est encore condamné. On revient aux infrastructures. Bon, il y a eu le fameux moratoire, je l'ai dit. Moi, je pense que ça a mis un frein parce qu'on aurait pu, à certains endroits, quand même développer, ce qui n'a pas été fait. Mais ça aussi, il va falloir qu'on accélère la cadence pour faire pousser du logement dans la densification à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est inévitable. Bon. Un autre point aussi que vous avez mentionné dans votre discours d'hier, c'est tout l'aspect du développement économique. Oui. Vous avez même mentionné qu'au cours des dernières années, on n'en a pas fait assez pour développer économiquement Saint-Jean-sur-Richelieu. Encore là, je pense que vous avez un plan d'acquérir des terrains pour générer, je pense, à peu près 5 millions de dollars de revenus annuellement. Ouais. C'est quoi le plan? Parce que il y a des gens ici sur le plateau qui disaient qu'il y a des manques de terrain. Où ces terrains-là vont être acquis? Bon, il faut le voir à deux niveaux. À Saint-Jean, il y a encore des terrains. Premièrement, on n'est pas dans une zone agricole. Je vous le rassure, je ne parle pas ici de dézoner de l'agricole. De toute façon, bonne chance aux politiciens qui vont vouloir faire ça de nos jours. Il y a des terrains zonés blancs, mais près des grandes artères, qui, à l'origine, avaient été prévus dans le plan d'urbanisme pour mettre des maisons. Moi, je préfère mettre des usines que des maisons sur le bord des autoroutes. Plus logique et beaucoup plus payant pour la ville. Parce que quand on ajoute un logement, on crée un citoyen qui va demander des services. Quand on crée une usine, le taux de taxation est plus élevé que le résidentiel. Il n'y a personne qui dort dans l'usine, donc pas un nouveau citoyen qui va réclamer des services. Et ça génère de l'investissement et ça génère des taxes, bien évidemment. Donc, il faut, encore là, avec le nouveau plan d'urbanisme et la négociation avec les propriétaires privés, tenter de prendre possession, disons, d'environ 5 millions de pieds carrés, divisés en deux, ces deux terrains. Et l'autre chose, il y a aussi à Saint-Jean entre 1,5 à 2 millions de pieds carrés, zonés industriels, mais qui appartiennent à des privés. Mais en même temps, moi, je ne peux pas vous forcer, vous, me dire, M. Tremblay, vous avez un beau terrain industriel, je veux vous l'acheter. Tu dis, je ne te le vends pas. Oui, mais j'aimerais ça te l'acheter, mais je ne te le vends pas. Je veux dire, ils ne nous appartiennent pas. Non, c'est ça. Parce qu'il existe quand même des terrains qui appartiennent à des privés qui auraient aussi un haut potentiel. Mais il faut remettre la ville dans le giron du développement économique. Des fois, j'ai l'impression qu'on s'est divorcé du développement économique puis qu'on ne s'est pas remis sur Tinder. Là. J'ai vraiment l'impression qu'on ne s'est pas remis sur le marché.
Puis c'est ça le message que j'ai voulu passer, surtout dans la dernière semaine, de dire aux gens, une ville qui fait peu ou pas de développement économique, c'est une ville qui meurt à petit feu, parce que c'est une ville qui a de la misère à livrer des services et à contenir un compte de taxes raisonnable pour sa population. C'est ça la réalité. C'est ça. Et vous parlez du compte de taxes. Il y a la rigueur budgétaire aussi Oui. dont vous avez parlé. Il y a le budget qui s'en vient. Ça va être probablement le premier gros test là, de votre nouvelle administration, le dépôt du budget. Donc, les gens s'attendent à une hausse de taxes quand même, mais raisonnable, que la Ville génère plus de revenus pour justement limiter ça. À quoi on doit s'attendre, justement, de ce premier budget-là? Parce que vous arrivez en poste. C'est sûr que vous ne pouvez pas tout faire dans le premier mois de votre mandat, là, mais quand même. C'est sûr que le processus budgétaire est quand même très, très avancé. Là. Ce processus-là commence au mois de quasiment de mai-juin, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a quand même beaucoup de travail d'avancée dans ce budget-là. C'est sûr que mon intention est d'y mettre quand même un certain grain de sel. Je ne veux pas non plus qu'on perde 4 mois de travail. L'idée, c'est pas ça. Mais je pense aussi, tu sais, l'administration, ils ont regardé la campagne, là, puis ils ont regardé ceux qui se présentaient, puis là, ils se sont dit, bon, bien, si lui est élu, je pense qu'on va aller vers ça. Je veux dire, eux aussi auront des scénarios à nous proposer. Ça fait partie de mes discussions avec le directeur général ce matin. Scénario A, B, C, D, peu importe. Parce que, bon, on comprend que notre administration veut aller dans la rigueur budgétaire, veut aller peut-être même un peu dans l'attrition. Donc, il faut regarder les options qui vont s'offrir à nous, parce que oui, c'est un premier test pour notre administration, mais c'est aussi un processus qui est déjà quand même très avancé. Oui, non, mais il s'agit quand même de mettre... vous avez parlé de votre grain de sel, mais il faut quand même qu'elle emprunte de votre administration dans le budget, même si le gros du travail a déjà été fait. Là. Tout à fait. Puis c'est un peu dans l'objectif des 100 premiers jours. Ou nonobstant le budget ou les autres dossiers, les autres enjeux, il faut rapidement que le cabinet de la mairie se mette en marche, nommer les comités, première assemblée, deuxième assemblée, budget, bref. Entre maintenant et le 23 décembre, il y a beaucoup de travail à abattre qui va mettre la table aussi sur cette nouvelle administration-là qui va prendre son envol en janvier 2026. Autrement dit, là, c'est un travail très préparatoire qu'on va mettre en œuvre pour arriver à dire, écoutez, là, on n'a pas de temps à perdre parce que je le disais hier, mais tu sais, mine de rien, dans 3 ans d'ici, on va être en pré-campagne électorale. Ça va vite, une ville. Ça va vite. Il y a des choses qui ne vont peut-être pas à notre vitesse, mais il faut. Le cabinet de la mairie n'a pas une journée à perdre. Donc, vous avez abordé donc, les fameux 100 premiers jours d'un pouvoir. On entend parler lorsqu'une élection fédérale, provinciale, même municipale. C'est très important de mettre son empreinte rapidement pour donner un peu, pas un avant-goût, mais un peu la direction que vous allez donner à l'administration de la ville pour le mandat de 4 ans qui s'en vient. Là. Tout à fait. Puis bon, là, la sermentation va se tenir lundi prochain, le 10 novembre à 19h. Le lendemain, donc, je serai officiellement assermenté mardi le 11. Je veux rapidement procéder à des annonces, à des nominations pour mon cabinet pour que mes nouveaux employés puissent rapidement, évidemment, être en œuvre avec un ordinateur, une adresse courriel. Puis bon, tu sais, on démarre un bureau, là, c'est un peu ça. Parce que, justement, il y a beaucoup de travail à abattre rapidement. Et ça aussi, même les nominations que je vais faire vont aussi donner une couleur à mon administration. Vous avez parlé du cabinet tantôt, mais j'aimerais y revenir parce que vous souhaitez avoir un cabinet inclusif, donc qui ne travaille pas nécessairement juste pour les membres de votre coalition, mais pour l'ensemble du conseil municipal. Comme ça devrait marcher. C'est comme ça que devrait fonctionner un cabinet de la mairie. Mais là, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionnait dans les dernières années. C'est ça la réalité. Tu sais, à un moment donné, là, l'élection, elle est passée. Là. Puis, tu sais, de toute façon, ma propre équipe s'appelait une coalition. Là, oui, il y a 4 joueurs qui n'arrivent pas des mêmes équipes. Mais vous souhaitez jouer le même rôle avec ces conseillers-là. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, en même temps, les 4 districts où on n'a pas d'élus de la coalition, je les ai faits, j'ai fait du porte-à-porte dans ces districts-là. Là. Je les connais, je les ai entendus, les enjeux. Puis, en même temps, ces gens-là, nonobstant leur couleur politique, ces nouveaux élus-là, ils veulent s'intégrer, ils veulent bien faire, ils veulent avoir des responsabilités. Ils ne veulent pas faire la plante verte en entour de la table avec une équipe majoritaire puis pas eux autres. C'est pas comme ça que fonctionne la politique municipale. Vous savez, les partis politiques au municipal, là, ils se font et se défont au gré des élections puis au gré des chefs. On n'est pas dans une filière politique, la CAQ, le Parti québécois, le NPD, le Parti conservateur. On n'est pas là du tout au municipal. On n'est pas là du tout.
Non, c'est ça, parce que les équipes, souvent, c'est les équipes qui portent le nom du candidat à la mairie, souvent. Puis, tu sais, on a probablement beaucoup plus de choses en commun qu'on peut le penser. Est-ce qu'il y aura des divisions? Est-ce qu'il y aura des votes? Sûrement. Est-ce que même des membres de ma propre coalition, des fois, n'auront peut-être pas les mêmes idées sur des orientations? Probablement. Et c'est très sain. Oui, parce que pour les avoir interrogés, là, je pense que les membres du conseil actuel ne sont pas des gens qui cherchent la confrontation. Je pense qu'ils veulent le bien des Joannais. Je pense je pense qu'ils vont voter selon leurs convictions et selon le bien des Joannais. Je pense, pour assez bien les connaître, là, ce ne sont pas des gens qui vont chercher la confrontation à tout prix. Tout à fait. Ça ne donne rien, de toute façon. Non, c'est ça, exactement. Dossier du transport. Ouais. Bon, ça fait jaser, l'abolition de la voie réservée sur le pont Champlain. C'est quoi votre position là-dedans? Je pense que vous voulez rétablir les contacts, les communications pour que les citoyens soient mieux servis au niveau du transport, particulièrement vers Montréal. Ouais. Nous, ce qu'on a dit, parce qu'il y a une demande dans la population pour mettre un lien entre le terminus et le 10-30. Il y en a qui veulent prendre le REM. Bon. Moi, je pense, parce que le nouveau contrat que la Ville a signé, là, qui est d'une durée, je pense, de 10-15 ans, c'est un gros contrat. Il y a quand même là-dedans beaucoup de marge de manœuvre dans l'utilisation qu'on fait des services. Moi, je pense qu'on va devoir, en tout cas, prévoir la mise en place d'un lien entre le terminus de la rue Boucher et le terminus du 10-30 pour ceux qui veulent prendre le REM. Maintenir la 96 vers Montréal, et là, on entre dans la zone politique avec Québec. La voie réservée actuellement est un droit acquis qui est réservé à la Caisse de dépôt. Moi, je pense que c'est une très, très mauvaise idée parce que le problème que j'ai avec le REM, c'est que le gouvernement a forcé la mise en place du REM qu'on devait prolonger jusqu'à Chambly, qu'on a prolongé à Deux-Montagnes, plus petite. Deux-Montagnes, il y a moins de monde que Chambly-Saint-Jean. Mais eux autres, ils ont une antenne qu'on n'a pas. Et finalement, le troisième lien à Québec, il ne devait pas se faire, mais il va se faire. Ouais. Okay? Il y a deux affaires Très rapidement, il vous reste 30 secondes. Bon, il y a deux affaires avec le gouvernement. Il faut mettre de la pression sur le gouvernement pour réobtenir la voie réservée. Encore la semaine passée, le REM ne marchait pas. Ça, c'est la chose. Puis préserver le quai d'accueil au mille de la Gauchetière ou un quai privé au besoin, mais ça prend un quai à Montréal. Puis là, on est en campagne provinciale dans un an. Je l'ai déjà dit à Pablo Rodriguez. Je le dis publiquement ici aux autres chefs de parti. Je veux que les partis politiques provinciaux se commettent sur le prolongement du REM au 1035. Monsieur Latour, merci infiniment de votre visite. Je vous souhaite un très bon mandat de 4 ans. On aura l'occasion de se reparler. Le budget s'en vient, donc ce sera sans doute une première occasion de se revoir. Donc, bon mandat et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci. Voilà, ça complète cette édition spéciale de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. Au revoir, à la prochaine.